Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Olivier Roller, photographe et auteur d'un livre rassemblant 30 rescapés de l'attentat de 2015 au Bataclan et leurs tatouages. Dans cet épisode, on a parlé de tatouage thérapeutique, de blessures choisies et de comment le tatouage peut faire partie d'un processus de reconstruction. Bon ben, salut Olivier. Bonjour. Je vais te présenter un petit peu. Donc, tu es photographe spécialisé dans le portrait. Tu as réalisé des expositions qui mêlaient à la fois photographie et œuvres d'art, ainsi que des livres. En fait, ce qui m'a donné envie de cette interview, c'est ton nouveau livre, Bataclan Mémoire, dans lequel tu as photographié 30 rescapés de l'attentat 2015 au Bataclan et leurs tatouages. Donc voilà, je suis ravie de te rencontrer, qu'on puisse échanger ensemble sur ce livre qui est incroyablement touchant, vraiment, et qui associe à la fois des récits de la soirée et des photos pour montrer que leur tatouage est à la fois un acte de souvenir et de reconstruction. Donc voilà, je voudrais qu'on échange autour de tout ça. J'ai une première question un peu rituelle dans le podcast. C'est quelle est ta propre définition du tatouage? Waouh. Donc déjà merci pour cette invitation. Euh, euh, il me faudrait du temps pour répondre. Moi, je suis un lâche-rien et assez lent intellectuellement, ce qui fait que tu verras d'ici 20 minutes, je te répondrai encore à cette première question. Mais la définition du tatouage, eh ben, c'est le fait d'inscrire quelque chose sur la peau de manière indélébile. Et est-ce que tu es toi-même tatoué? Non! Et grâce au Bataclan, il y a notamment une des rescapées qui est devenue une super copine, Natacha. À chaque fois qu'elle me voit, elle me dit: «Oh, il faut que je te tatoue, viens, viens!» Et à chaque fois, elle a une nouvelle idée. «Regarde, j'ai pensé à un rond là, regarde un truc un peu discret et tout ça, viens!» Alors du coup, je pense que je finirai par céder. Ah, c'est celle qui est devenue tatoueuse? Ouais, Ah ouais, exactement. d'accord. Est-ce que tu t'es intéressée au tatouage avant de rencontrer ces personnes? Je m'y intéressais de manière assez globale, quoi. Je suis parti il y a quelques années, presque une dizaine, aux îles Marquises, où un collectionneur m'avait envoyé là-bas pour faire un travail très libre, et j'étais impressionné en fait par ces personnes qui étaient vraiment tatouées largement sur leur corps, et chaque tatouage avait une signification en fonction de la tribu dont ils venaient, l'âge qu'ils avaient, les processus en fait par lesquels ils étaient passés. Et, euh, et depuis en fait cette expérience aux Marquises, je regarde plus les tatouages de la même manière, si tu veux. Tu vois, moi j'ai pas cette culture à la base du tatouage. Alors j'ai toujours trouvé que c'était les tatoués, c'était un peu des hurluberlus, quoi. Et les Marquises, ça m'a fait changer d'avis. Et évidemment, le Bataclan, ben, encore plus, quoi. Oui, de voir qu'il y a plein de possibilités finalement d'être tatoué et de vivre le tatouage. Et alors justement, tu as photographié 30 survivants du Bataclan, qui sont des membres de l'association Life for Paris.
Comment t'es venue l'idée de cet ouvrage, hein? Pourquoi cette démarche de raconter leur histoire? Alors déjà, depuis le 13 novembre 2015, je savais que j'allais faire quelque chose dessus. Et je disais tout à l'heure que j'étais lent et que je lâchais rien. Et voilà, il a fallu attendre presque 7 ans pour trouver la porte d'entrée. Moi, j'habite à Paris, exactement à mi-chemin entre certaines des terrasses et le Bataclan. Je dépose ma fille à l'école tous les matins. Et donc, tous les matins, je passe devant le Bataclan. Donc voilà, c'est évidemment un événement qui a touché tous les Français et puis plein de gens dans le monde, mais particulièrement les habitants de cette partie de Paris, tu vois, où bah voilà, c'est les endroits où on va manger, où on va boire des coups et on va au spectacle. Et donc je savais que j'allais faire quelque chose là-dessus. Et, et un jour, je photographie un type qui s'appelle Christophe, et puis il avait une chemise, et puis à un moment donné, il change de chemise, on hésite entre un t-shirt ou quoi, donc il se dessape, et puis il est torse nu. Et je vois un super joli tatouage sur son avant-bras qui couvre tout le haut du bras, et c'est deux squelettes qui dansent. Et je trouvais la réalisation magnifique. En plus, moi qui suis d'origine alsacienne, ça reprend une iconographie de la fin du Moyen-Âge qui s'appelle les danses macabres. Et du coup, on en parle. Je dis, il est trop beau ton tatouage. C'est quoi et, euh, et il me dit, mais tu sais, moi j'étais au Bataclan et je me suis fait ça après. Et d'ailleurs, on est nombreux à s'être fait tatouer après le 13 novembre. Et là, ça m'a fait tilt. Et je lui ai dit, mais c'est magnifique, quoi. Je veux dire, cette incompréhension qui est la mienne, ce résultat qui est super beau, est-ce que tu serais d'accord pour me faire rentrer en contact avec d'autres rescapés qui se sont fait tatouer? Et il m'a dit ouais. Ouais, une belle histoire, enfin, un beau début d'histoire et justement, comment tu as réussi à instaurer cette, relation de confiance avec eux pour qu'ils puissent, te livrer, leur expérience, te raconter, leur soirée, comment ils ont vécu les choses, comment ils en sont venus au tatouage? Voilà, comment tu as réussi à créer cette relation? Alors ça se fait en deux grandes étapes. La première, c'est que je les ai pas choisis, j'ai pas fait de casting, c'est eux qui m'ont choisi. Life for Paris, c'est un groupe secret, c'est-à-dire qu'il est fermé en fait aux rescapés du 13 sur les réseaux sociaux. Et donc Christophe a mis un message dessus en disant bah il y a ce gars qui fait ce truc, moi je l'ai rencontré, on a fait des photos, voilà, bla. Enfin, je sais même pas ce qu'il a mis comme message pour tout te dire. Et des gens se sont proposés pour participer à mon projet. Et du coup, on s'est parlé au téléphone, on a pris un rendez-vous et ça a commencé. Et, et ensuite, le ça a commencé. Euh, Moi, chaque projet, quand je commence un nouveau travail important, la veille, en fait, je dors très mal. Parce que dans ma tête, ça a déjà commencé et les choses sont en train de se faire comme une tâche de fond d'un ordinateur, si tu veux, tu vois. Euh, et, euh, et en fait, l'enjeu, c'était de dire, on va faire des photographies du tatouage. Et là, je me dis, en fait, ça, c'est vain. Enfin, en tout cas, c'est pas suffisant de faire des photographies du tatouage. Il faut que je raconte leur histoire, quoi. Et en l'occurrence, il faut pas que je la raconte, il faut qu'ils me la racontent. Et donc, le premier qui arrive, il s'appelle Jean-Claude. Euh, euh, et, euh, et, euh, et je lui dis, écoute, j'ai mal dormi, viens, on se prend un café. Évidemment, on va faire des photos, mais j'ai pensé à un truc cette nuit. Je lui dis en rigolant, je suis le spécialiste des idées débiles, et tu verras, j'en ai plein. Et je lui dis, voilà, j'ai pensé que c'était indispensable qu'en plus des images, tu me fasses le récit en fait de la soirée et de la raison de ton tatouage. Et il me dit d'accord. Et plusieurs mois après, je revois Jean-Claude, pardon, et il me dit, tu sais, si tu m'avais pas demandé en fait de faire ce récit, eh ben, je pense que je serais pas resté. Que ça aurait été trop one way, tu vois, à sens unique, de me prendre
des photographies de mon corps tatoué sans me demander d'expliquer. Et en fait, cette présomption qui était vraiment pas voulue, ça me semblait juste normal. C'est ce qui a créé en fait la structure de ce travail et la manière dont le livre est constitué. C'est-à-dire que pour chaque rescapé, il y a d'abord un cahier photographique sur un magnifique papier avec une impression qui est dingue, quoi. C'est un des meilleurs imprimeurs du monde qui a fait ça. Il y a une netteté, un détail sur la peau, la carnation, le tatouage, l'encre, enfin, je veux dire, on voit par où l'aiguille est passée, c'est dingue. Et ensuite, sur un autre papier qui, lui, est d'un autre toucher, il n'est pas couché, comme on dit dans ce métier-là, il a une matière comme la peau, en fait. Il a un peu la couleur de la peau, d'ailleurs. Et sur ce papier-là, ce deuxième papier, il y a le récit. Ouais, c'est vraiment à l'image des rencontres. Mais c'est vrai que j'avais retenu, cette réaction de Jean-Claude, ça m'avait marqué en lisant le livre, heu, parce qu'on sent qu'il y avait un vrai besoin d'écoute et que même s'ils ont fait la démarche de te choisir, c'est effectivement une relation, réciproque et que l'écoute est importante et j'ai l'impression que, finalement le récit a pris presque plus de place que la photographie dans le livre ou peut-être dans le projet initial. Complètement. Et en fait, le récit, la raison du récit, c'est la suivante, c'est que dans cette fameuse nuit où j'ai mal dormi, je me dis, mais au fond, je vais photographier des corps et des fragments de corps avec un tatouage qui est fait après cette tuerie. Euh, euh, L'image échoue, si tu veux. Tu vois, moi, je suis comme le spécialiste du portrait. Il y a plein d'articles écrits sur moi qui disent, en gros, le mec, il s'est rentré dans ton âme. Enfin bon, des conneries de journaliste, quoi. Mais c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est toujours flatteur. Mais en gros, je suis pas trop mauvais pour montrer un peu ce qu'il y a derrière le regard. Euh, et là, je savais que j'allais échouer, en fait, hein, parce que ce qu'ont vécu ces gens-là, on peut le décrire, on peut en parler, mais on ne pourra jamais le ressentir et le comprendre. Tu vois, je prends un exemple, le mot cervelle, on sait tous ce que c'est que ce mot-là, on en a déjà vu chez le boucher, on en a sans doute même cuisiné et mangé. Bon, voilà, toi, il n'y a aucun problème pour associer une image à un mot. Mais par contre, ce dont on est incapable, et j'espère qu'on le restera toute notre vie, c'est le sentiment qu'on peut ressentir quand on voit de la cervelle, évidemment à ce moment-là humaine, et puis tout un autre tas d'autres trucs ce soir-là dans cette salle, tu vois. Et du coup, le meilleur photographe du monde, en fait, il échouera de toutes les manières à représenter précisément ça. Et donc, je pense que les mots, j'ai pas trouvé mieux, donc je vis avec mes faiblesses et mes limites. Les mots me semblaient pouvoir accompagner les images et chacun avec leurs limites, en fait, pouvoir peut-être combler une partie du spectre, tu vois. L'image, en fait, l'appareil photo est hyper fort, il est bien plus fort que moi, et du coup, il chope des trucs que j'ai même pas imaginés. À l'inverse, le récit, en fait, lui va dire des choses que l'image ne peut pas montrer. Oui, ça se complète vraiment bien. C'est un ensemble, complémentaire pour saisir un petit peu plus cette réalité et pour toi, quel est le but de leur démarche, de tatouage? Est-ce que c'est pour se souvenir, se raconter, se marquer? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a deux principales qui se dégagent. La première, c'est l'idée d'ancrer avec un E. On met de l'encre pour ancrer avec un A un souvenir. Voilà, en l'occurrence, le souvenir de cette soirée. Euh, c'est un moment qui a fait basculer leur vie. Euh, Évidemment qui les a tous transformés. Je veux dire, quasiment tous les rescapés ont changé de job, s'ils étaient en couple, le couple s'est séparé. Enfin, je veux dire, c'est un vrai séisme, quoi. Donc, cette idée d'ancrage, je trouve ça assez beau, en fait. Et là, je constate l'obligation pour l'humain qui a subi un tel traumatisme de s'écrire en fait sur la peau des choses. Quand je dis écrire, c'est pas forcément des mots, hein, ça peut être des représentations
d'image, quoi. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est la raison de la blessure choisie. C'est-à-dire que la majorité des gens qui étaient au Bataclan ce soir-là, à peu près 1500 personnes, n'a pas été blessée physiquement. Par contre, tous, ils ont subi des blessures psychologiques. Et c'est compliqué la blessure psychologique parce que ça va les marquer à vie. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui se voit, tu vois. Et je veux pas dire que c'est plus simple d'être blessé physiquement, mais en tout cas, dans le rapport à l'autre, quand il y a une trace physique, une cicatrice ou un membre qui n'est plus là, enfin, je veux dire, c'est clairement identifié comme étant blessé. Et là, je pense qu'il fallait qu'ils trouvent une marque, en fait, qui les singularise dans cette expérience et qui, en plus, disent, c'est moi qui ai choisi de me faire ce tatouage, et vous êtes, tous les auditeurs de ton podcast sont mieux placés que moi, qui sans doute vous êtes tatoué, savez que ça fait quand même un peu mal de se faire tatouer, enfin, et qu'on va rentrer quand même dans la peau une aiguille, enfin bon, et donc c'est des blessures, quoi, et que cette blessure-là, elle est choisie. Et du coup, tous, ça devient leur force, en fait, ce tatouage. C'est une partie d'eux-mêmes, on leur a rien volé, ils ont décidé de la faire, ils y ont évidemment pensé avant de la faire sur ce qu'ils allaient faire et où. Et ce qui est dingue, c'est que parmi les rescapés du Bataclan, mais c'est la même chose pour les terrasses, hein, tous ceux qui ont vécu le 13 novembre 2015, ils sont mais des centaines à s'être fait tatouer après. Ouais, c'est pas étonnant, cette, question de blessure volontaire qu'ils ont souhaité et puis en plus comme tu disais, le parallèle entre la blessure physique et psychologique, parfois il peut y avoir un problème de légitimité, quand la blessure ne se voit pas et justement il y a eu des blessures visibles, des blessures invisibles, parfois les 2. Et les symboliques de ces tatouages sont très forts, comme j'ai pu le voir dans le livre. Comment, selon toi, l'étape, du tatouage a pu les aider dans leur reconstruction? Alors, pour tous, la reconstruction, elle est quand même encore en cours, hein. Bien sûr. On est 7 ans après, c'est pas gagné, quoi. Et donc ça montre aussi la violence de ce que ces personnes ont subi et la difficulté, en fait, de se reconstruire après ça. Ils ont tous fait absolument tout ce qui existe dans le milieu de la psychiatrie, enfin de la psy, on va dire, de manière générale. Alors, je veux dire, s'il y a des gens qui savent pas, qui hésitent entre des psys, ils m'appellent. Maintenant, j'ai plein de potes qui ont fait toutes les cases et ils peuvent te dire bon, suivant ça, moi je pense que cette technique elle marchera mieux que d'autres. Bon bref, donc il y a effectivement qu'est-ce qu'on fait après, quoi. Je veux dire, comment réussir à s'en sortir, et ce qui est dingue et magnifique, hein, c'est que c'est pas un travail qui aboutit à la nécessité de se faire un tatouage, c'est qu'à un moment donné, ça émerge et chacun se dit de manière individuelle, sans s'en parler, j'ai besoin en fait de m'inscrire cette blessure choisie sur mon corps. Certains d'ailleurs le font de manière visible par eux-mêmes, euh, d'autres le font de manière invisible, plus dans le dos par exemple. Moi je me regarde rarement le dos, donc il y a plusieurs groupes, mais la plupart l'ont fait de manière visible par eux-mêmes. Euh, et il y a deux types de tatouages. Il y a ceux qui sont extrêmement, on va dire, compréhensibles. Kiss the Devil, par exemple, un certain nombre ont écrit cette phrase-là. Donc, c'est la chanson que les Eagles, qui étaient en concert ce soir-là, chantaient au moment où les terroristes rentrent dans la salle et commencent à tirer. Donc, avec cette hallucinant symbole, en fait, tu vois, d'embrasser le diable. Ils l'ont tous embrassé ce soir-là. Et une des rescapées, d'ailleurs, Stéphanie, m'a dit ce soir-là, j'ai embrassé le diable sur la bouche. Et, euh, et, euh, et donc, il y a des inscriptions avec des, des mots ou des symboles. Des fois, c'est marqué Eagle of Death Metal. Donc, on va dire que c'est assez relativement compréhensible si tu vois ça sur quelqu'un. D'autres ont des tatouages qui sont absolument pas compréhensibles
si tu n'as pas l'histoire, tu vois, ça peut être une histoire de poupée russe. Oui, des Euh, papillons, j'ai vu des papillons, même des têtes de mort, des chiffres romains, s'il y a que la personne qui le porte, qui le sait. Il y en avait un qui est assez fascinant, je crois que c'est Jean-Claude, il me semble, tu me corriges si je me trompe, c'est, la porte, d'issue de secours du Bataclan qu'il s'est fait tatouer sur le bras. ouais. Il est sorti par une issue de secours. Il a eu la chance de pouvoir sortir en cours de route sans grave blessure physique. Et, et quelques jours après, Bansky a fait un graphe sur cette porte. Euh, et c'est magnifique en fait comme dessin ce qu'il a fait. Et, et c'est d'ailleurs pour la petite histoire, la porte a été volée quelques temps après. Enfin bon bref, bon, elle a été retrouvée. Toujours est-il que Jean-Claude, en fait, quand il décide de se faire un tatouage, euh, ça lui est évident, ça lui semble évident en fait de représenter ce que Bansky avait représenté. C'est la porte qui lui a sauvé la vie, quoi. Sans cette issue de secours, il n'aurait pas pu s'enfuir et il serait mort. Et, et, euh, et donc il me raconte, et c'est raconté dans le livre, la discussion avec le tatoueur sur l'adaptation du tatouage déjà, qui évidemment est fait sur une surface plane et que là, qui va lui prendre l'épaule et tout l'avant-bras, pardon, l'épaule et la manchette, je sais pas comment ça s'appelle, le haut du bras. Et donc il faut suivre la peau et puis il y a des adaptations que Jean-Claude va vouloir faire avec des traces de balles enfin sur le tatouage et voilà c'est un mélange euh, de ce que chacun porte en lui et d'une objectivité. Tu vois, là, en l'occurrence, c'est la porte par laquelle il est sorti, c'est l'issue qui lui a sauvé la vie. Ouais, non, c'est très, très fort comme symbolique et puis c'est même, visible. Enfin là, il y a pas de enfin, faut savoir ce que c'est, mais bon, c'est quand même, il a mis exactement, ce qui l'a sauvé, quoi. Ouais. Et j'ai vu qu'il y en a aussi qui se sont fait, tatouer, parfois sur leurs cicatrices, parfois pas du tout. Il y en a qui ont des tatouages qui sont autres et qui ont gardé leurs cicatrices, intactes ou en tout cas pas tatouées. D'ailleurs, certaines cicatrices pourraient être des tatouages. Enfin, euh, euh, il y a des gens effectivement qui se font tatouer exactement au verso de la cicatrice. Et donc, il y a quelque chose de magnifique là. C'est comme si la mort n'avait pas voulu d'eux. Euh, et du coup, face à la vie, à l'opposé, ils mettent ce tatouage. Euh, euh, D'autres qui, après la photographie, euh, donc après la séance photo qu'on a faite ensemble, euh, il y a, il y a comme ça plusieurs histoires, mais notamment une où, où la personne me dit, mais tu sais, moi, je détestais mes cicatrices. En fait, elle a eu deux impacts de balles, deux balles qui lui ont traversé chacune l'une des cuisses. Et, et elle dit, bon, voilà, j'aime pas mes cicatrices. Et grâce, en fait, à la photographie que tu as faite, et ben, maintenant, je les aime. En fait, l'une, ça ressemble un peu à un arbre. Et elle me dit, c'est mon arbre de vie. Et l'autre, en fait, c'était une trace, un impact, du coup, de balle. Et du coup, ça fait presque un cercle. Et elle me dit, tu vois, ça, c'est ma petite lune. Et, euh, et je trouve ça émouvant, en fait, le fait que, indépendamment de ce qu'ils ont vécu, tu vois, la rencontre qu'on a pu avoir, si ça a pu, pour certains, en fait, les faire progresser, c'est génial, quoi. Je disais que tu pu, en fait, tu pu changer sa vision de ses propres cicatrices en se voyant, photographiée, en se voyant tatouée, mais avec un autre regard. Ça a pu avoir un impact, sur elle. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois, en fait, quand il y a eu, ça a duré un an ce travail, hein, entre le moment où même un an et demi, le moment où je rencontre Christophe, le rescapé qui va me relier aux autres, et le moment où le livre paraît. Et, et, en fait, on reste en contact tout le temps.
ils m'invitent à leur pot, et, et, et en fait, on continue de parler, on continue de faire ce livre, en fait, de faire ce projet. Et voilà, je suis un peu ému quand j'en parle, parce que évidemment, moi, mon métier, c'est de travailler sur des séries pendant des durées plus ou moins variables, et puis après, ça aboutit à une exposition, des fois un livre, enfin, puis je passe à un projet d'après. Et là, ça m'a fait rencontrer de manière extrêmement profonde et sincère des gens avec lesquels je me suis mais tellement bien entendu, c'est devenu des super potes. On se revoit pour certains encore, on reste en contact, et, euh, et, euh, et ils ont changé ma vie. Et visiblement, pour certains, j'ai un tout petit peu fait évoluer la leur. C'est génial, l'humain. Tu vois, et tout ça, c'est grâce au tatouage. Ouais, c'est au projet, à la photographie, à la rencontre, c'est un beau projet et qu'est-ce que tu crois que pour eux, il y a eu une sorte d'avant-après, tatouage? Quand ils te parlent de leur envie de se faire tatouer, du fait d'avoir concrétisé et d'avoir exprimé finalement, leur ressenti sur, leur corps à travers un tatouage, est-ce qu'il y a eu un avant-après ou est-ce qu'elle a pu leur, apporter un peu de leur faire un peu de bien? Oui, c'est un tatouage comme thérapie, hein. Il y a deux groupes de gens. Il y a ceux qui n'avaient pas de tatouage et qui s'en sont fait un. C'est le premier qui existe après le 13 novembre. Et, euh, et, euh, et du coup, mais ça, tu sais ça mieux que moi, mais quand tu commences un premier tatouage, c'est compliqué de s'arrêter. Assez vite, tu dis, bon, alors le prochain, je vais le faire où? Ça va être quoi? C'est le Et, risque. et donc, bah, ceux qui en avaient pas, ils en ont eu un, et puis la plupart du temps plusieurs après. Et puis il y en avait un certain nombre qui étaient déjà tatoués, et ce tatouage-là revêt pour eux une importance évidemment toute particulière, et, euh, et, euh, et c'est réellement un tatouage comme thérapie. Mais c'est personnel. Euh, c'est quelque chose sur lesquels ils n'ont pas mis d'intellectuel, enfin de choses intellectuelles. Ils ont ressenti profondément cette nécessité. C'est même pas un besoin, toi, c'est une C'est nécessité. viscéral, hein. Ouais, exactement. Et, euh, et, euh, et voilà, je veux dire, cette marque, c'est ce qui va les accompagner toute leur vie. Et même s'ils en ont refait après, qui n'ont pour le coup pas forcément à voir avec le Bataclan, celui-ci revêt pour eux évidemment une importance toute particulière, quoi. Peut-être qu'ils vont continuer à raconter, leur histoire aussi sur leur corps comme ça, par rapport à leur, évolution, Là, c'était peut-être un tatouage qui est en lien avec ce jour-là, mais leur évolution, peut-être qu'ils vont continuer à la raconter sur leur corps. On sait Ouais, pas. je suis d'accord. Je sais pas non plus. Et ben, on se revoit dans 10 ans et puis je te dirai. S'ils sont des plein de tatouages et justement, tu les as retrouvés après le procès, et après avoir passé une année à les écouter et à les photographier. Comment est-ce qu'ils ont accueilli la sortie du livre? Avec beaucoup d'émotion. Euh, il y en a, ils sont très peu nombreux. Il y en a qui me disent, bon, alors je l'ai mis dans un coin et je le lirai un jour. Mais la plupart, en fait, ils sont hyper émus, en fait, parce que ça crée une famille. Les gens, les rescapés qui sont dans ce livre-là, ben, il se trouve qu'ils se connaissaient pas forcément avant, et maintenant ils sont reliés littéralement, en fait, par la reliure du livre et par l'objet. Et, euh, et puis plusieurs m'ont dit, euh, tu vois, j'en ai acheté plusieurs pour les passer à des gens de ma famille, pour les offrir à des gens de ma famille, ou ma chérie, ou mon chéri, ou des gens très importants pour moi, parce que j'ai pas forcément eu envie, ou c'est pas une question de courage, mais la capacité de raconter avec autant de précision que j'ai fait avec toi cette soirée-là. Et du coup, le fait de leur donner, euh, euh, ça m'a évité de faire ça, et c'est tellement beau ce qu'il me raconte après. Je veux dire, l'émotion de la personne qui a reçu le livre, et qui va lire en fait sur son chéri, sa chérie, son enfant,
un récit du coup qui est, comme il est dans un livre, il est publié, il y a une certaine distance, tu peux t'arrêter dans la lecture, tu peux la reprendre, tu vois, t'es pas dans une discussion face à quelqu'un avec peut-être la pudeur qu'on a tous, peut-être une gêne, et du coup ils ont pu le lire à leur rythme, et, et, et voilà, la, l'amoureuse de Gabin qui est dans le livre me dit devant Gabin, c'est quand même dingue parce que il m'a raconté l'histoire, mais toi, il l'a pas raconté exactement comme toi, comme il te l'a raconté à toi, et du coup, j'ai appris des choses encore, alors que on en parle assez régulièrement, et, euh, et du coup, chacun en fait s'est servi dans un bon sens du terme de ce livre pour pouvoir aussi faire sa propre thérapie. Et puis d'autres m'ont aussi dit, tu vois, moi je veux l'offrir à mes enfants parce que voilà, c'est une part importante de qui est leurs parents, leur père ou leur mère, euh, et, euh, et qui je suis aujourd'hui. Évidemment, le 13 novembre 2015, c'est une partie de moi pour tout jamais. Et donc, ils ont cette partie-là, et quel que soit leur âge, tu vois, il y a des enfants qui ont 7-8 ans, donc évidemment, ils vont pas le lire avant 10 ans, mais d'autres qui ont des enfants qui sont plus vieux, disent, voilà, c'est pour moi indispensable, en fait, qu'ils aient ça. Et puis, il y a même une fille qui, elle, est très jeune et qui n'a pas d'enfant, et qui m'a dit, mais moi, je l'offrirai à mes enfants, Ah ouais, pour savoir qui est leur mère. c'est fort. Ouais, ça me fait penser à ce couple qui a été au concert et qui ils ont réussi à s'en sortir, tous les 2. Et quand ils rentrent chez eux, ils ont un petit garçon de 3 ans et ils s'allongent à côté de leur enfant. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'ils pourront lui transmettre parce que c'est peut-être trop d'émotions à expliquer. Ils ont dû expliquer avec des mots, compréhensibles pour un enfant de 3 ans, mais là, ce sera une autre forme de récit à transmettre. Ouais, je suis d'accord. Et cet enfant qui s'appelle Tom, la dernière fois qu'on s'est vu là, ils ont amené Tom avec eux, tu vois. Et du coup, je sers aussi d'objet peut-être un peu transitionnel. C'est qu'à un moment donné, sans vouloir forcément aborder le Bataclan avec toute la violence qui a eu lieu. Tiens, on va voir le photographe, tu sais, parce que papa et maman, ils ont eu, ils étaient dans la salle de concert ce soir-là, et du coup, et c'est une façon en fait de faire peut-être entrer aussi l'enfant dans la grande histoire. Voilà, parce que c'est un des enjeux de ce livre. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné là, c'est pas un fait divers, enfin, c'est une attaque terroriste, et par son ampleur, ça change quand même le paradigme du monde dans lequel on vit. Enfin, c'est un des basculements dans le 21e siècle, euh, cette soirée. Et du coup, il fallait aussi faire un objet qui puisse se garder, en fait. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est que je voyais les objets qui existaient. Je suis très amoureux des livres, hein. Moi, c'est mes amis, donc j'en ai, je les regarde. Il y en a certains que j'ai jamais lus, mais que je feuillette, mais tous, je sais où ils sont. Et quand j'ai besoin d'eux, je vais vers eux. Et, euh, et en fait, j'avais pas trouvé jusque-là un objet. Je parle pas de la qualité hein, du contenu, mais vraiment de l'objet, de sa prise en main, du côté copain, quoi. Je veux dire, un truc que tu as envie de caresser. Et toi, c'est exactement comme le tatouage. Hein. Je veux dire, là, pendant que je te parle, je caresse la couverture du livre, et on appelle ça en termes techniques un gaufrage. C'est-à-dire que c'est un papier qui est gris, cartonné, et en fait, à l'intérieur en fait du papier, il y a une presse qui est venue inscrire les lettres. Euh, et déposer une encre bleue, comme l'encre du tatouage, pour inscrire en fait les mots, tu vois. Et du coup, j'avais envie, moi, de faire un objet qui déjà pour moi puisse me réconforter et me servir de, euh, de, d'aide à la mémoire, enfin, tu vois, même si j'oublierai jamais ce soir-là. C'est une manière, en fait, aussi de faire du beau avec le côté dégueulasse de, 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 de ce qui s'est passé, de cette violence, hein, je veux dire. Et c'est quand même magnifique que l'humain il soit capable à un moment donné de dépasser ça. Et j'ai pu le faire qu'avec leur confiance à eux, quoi. Je veux dire, c'est dingue ce qu'ils ont fait ces gens-là pour moi. Ouais, c'est vrai que ce livre a une présence, du coup, assez, rassurante.
heu, Ouais. pour, heu, pour tout le monde et je vais quand même faire un petit rappel, que le livre s'appelle, Bataclan Mémoire et qu'il est, édité à la Manufacture des livres. Il est sorti en En novembre, novembre, novembre là, de cette 2022, année, ouais, ouais. de l'année dernière, ouais. Est-ce que, tu veux ajouter quelque chose pour conclure? Non, merci. Enfin, Bah, merci à toi. heu, ça m'émeut toujours d'en parler parce que, tu vois, je trouve que c'est important de continuer, en fait, de raconter cette histoire-là et voilà, de créer des choses à partir d'événements, des fois très sympas et puis des fois, plus dramatiques ou complètement dramatiques. Je veux dire, c'est un des enjeux en fait hem, je trouve de l'humanité quoi, tu vois? De pas baisser les bras. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci pour ce magnifique livre que j'ai pas encore terminé, mais c'est vrai que c'est un sacré morceau et beaucoup d'émotions, mais c'est vraiment magnifique. Donc, merci de m'avoir accordé cette interview. Je t'en prie, merci à toi. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stéphaya.